Bonjour à tous, toute l'équipe du Grand JT se joint à moi pour vous souhaiter une très belle année, meilleurs vœux. Évidemment, année qui démarre avec les bonnes résolutions et celle-ci arrive en tête de liste. J'ai décidé, j'arrête de fumer. Eh bien oui, parlons-en. La consommation de tabac est en baisse chez les collégiens. C'est ce que révèle une étude de l'OMS Europe. Alors a-t-on raison de se réjouir? Comment lutter contre le tabagisme chez les jeunes? Et quid des nouveaux modes de consommation du tabac? On en parle dans un instant avec nos invités. Coup d'envoi de la 4e édition du concours Les mots en or, un dispositif mis en place par la Fondation Voltaire qui a pour objectif de faire découvrir de nouveaux mots de vocabulaire aux jeunes de 11-16 ans. Son président sera avec nous en deuxième partie d'émission. Enfin, ce sera l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier. Mais tout de suite, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume Ouattara. Bonjour Guillaume, tous mes vœux. Merci, très belle année. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Et bienvenue dans le Grand JT. Alors on commence par la rentrée scolaire qui n'a pas eu lieu aujourd'hui comme initialement prévu. Elle a été décalée à demain. Et oui, les parents qui nous regardent ont dû faire des efforts avec de la garderie, avec parfois des nounous ou des jours de congé supplémentaires puisque la rentrée scolaire a été décalée d'une journée. Et la raison qui motive ce décalage de rentrée, c'est la sécurité, c'est la sécurité routière. Au micro de RTL, le directeur général de l'enseignement scolaire, Édouard Geffré, est revenu sur ce changement d'habitude en expliquant que la plupart des Français aiment passer la nuit du 31 au 1er janvier avec leurs amis ou leur famille et parfois c'est assez loin de chez eux et de poursuivre que ça n'était pas forcément le plus prudent, le plus raisonnable de les faire reprendre dès le lundi matin. L'objectif donc était de limiter les comportements à risque sur la route en permettant aux personnes de rentrer un petit peu plus tard. Et il faut dire que le réveillon a été festif. 83% des Français ont déclaré boire de l'alcool pour le 31 avec une moyenne de 3,5 verres par personne. Autant dire qu'il fallait bien une journée supplémentaire pour souffler. On continue avec le Parti socialiste qui souhaite apporter sa pierre à l'édifice dans la réforme de l'école. Effectivement, pendant les vacances, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, a publié une tribune dans le journal Le Monde pour expliquer qu'il souhaitait réformer l'école en insistant sur 3 axes majeurs. L'amélioration du niveau scolaire des élèves, l'égalité des chances et l'amélioration du fonctionnement global de l'école. Le secrétaire national du Parti socialiste, Yannick Trigance, lui répond, lui aussi dans une tribune au Monde, et selon lui, Pape Ndiaye passe à côté des vrais sujets. Son constat principal, celui d'une panne de l'ascenseur social que doit représenter l'école, et l'homme politique propose ces 3 mesures, les mesures du Parti socialiste pour faire redémarrer cet ascenseur social. La première mesure, un meilleur processus d'orientation scolaire pour les jeunes et pour lutter contre les inégalités. Second point, une réforme de la formation des enseignants avec notamment l'arrivée de la formation continue pour les enseignants déjà en poste. Et puis, le dernier point, c'est la mixité sociale et ça passe selon lui par un meilleur usage de la sectorisation scolaire. Une nouveauté qui a fait beaucoup parler ces derniers jours, les fonctionnaires peuvent désormais conduire des bus scolaires. Et oui, imaginez si votre prof de français ou votre prof d'histoire venait vous chercher le matin pour aller à l'école. C'est un décret qui a été signé par Elisabeth Borne jeudi dernier et qui va permettre aux agents des 3 versants de la fonction publique, État, collectivités et hôpitaux de conduire des bus. L'objectif, c'est de cumuler leur emploi avec une activité lucrative de conduite d'un véhicule de transport scolaire ou assimilé. L'objectif, il est simple, c'est de lutter contre la pénurie de recrutement de chauffeurs scolaires. Il faut savoir qu'en France, il manque 4500 conducteurs d'autocars et ça provoque des embouteillages parfois pour le ramassage scolaire. Alors, il faut savoir que ces postes de ramassage scolaire, d'habitude, ce sont des postes à mi-temps, donc payés une moitié de salaire. C'est pourquoi ça n'est pas des postes qui recrutent très bien. Le sujet, lui, il est pris très au sérieux par le gouvernement qui a lancé un plan d'action interministériel qui associe, outre les ministères des Transports, les ministères chargés du Travail, de l'Éducation nationale et de l'Intérieur pour lutter contre cette pénurie.
On passera un permis bus, si je comprends bien? Et oui, il faudra un permis bus, une formation encadrée pour pouvoir faire du ramassage scolaire. On termine avec une info qui a fait grincer des dents. Les enseignants français travaillent plus et gagnent moins que leurs voisins européens. Oui, travailler plus pour gagner moins, ça pourrait être le slogan des résultats d'un rapport de la direction de l'évaluation de la prospective et de la performance. Selon ce rapport, dans l'enseignement primaire, les professeurs des écoles travaillent plus de 900 heures par an. C'est nettement plus que la moyenne européenne qui est à 740 heures. Au collège et au lycée, les enseignants travaillent, eux, 720 heures en moyenne contre 659 à l'échelle européenne. Mais là où ça fâche, c'est que quand on compare les salaires européens, les Français sont bien en dessous de cette moyenne européenne. À titre de comparaison, les profs allemands gagnent le double des enseignants français. Pour rappel, Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale, avait annoncé lors de la dernière rentrée une revalorisation des salaires des enseignants. Merci Guillaume. Comment lutter contre le tabagisme chez les jeunes face aux nouveaux modes de consommation du tabac? On en parle tout de suite, c'est la question du jour. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir Bernard-Antoine. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes addictologue. Vous aidez tous les jours les gens à arrêter la cigarette, aussi bien les jeunes que les plus vieux. Vous avez même écrit un livre qui s'appelle « J'arrête de vapoter » parce que ça aussi c'est un sujet, on va en parler aujourd'hui, qui est paru chez First. Merci d'être avec nous. J'accueille également Céline Fournier. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable communication de Demain sera non-fumeur, une association de protection contre le tabagisme. Alors, je parlais des résolutions justement de début d'année, elles sont nombreuses, mais souvent, il y a j'arrête de manger, je fais du sport et surtout, j'arrête de fumer. La principale, arrêter de fumer, est-ce que c'est la résolution numéro 1? Je ne sais pas, mais elle fait partie des 3 grandes résolutions de début d'année. Votre carnet de rendez-vous, c'est vite rempli ou pas dès ce début de mois de janvier? Alors, j'ai toujours un agenda assez rempli, mais il est encore plus rempli maintenant, effectivement, les résolutions de début d'année. Alors, c'est vrai pour 2 dates, la fin de l'année, puis souvent, on a septembre et janvier, souvent. Ce qui prouve bien que tout le monde sait que c'est mauvais pour la santé. Ah oui, ça, je pense que le fumeur n'ignore pas les dangers du tabac. Je crois que c'est pas nécessaire de rappeler forcément les dangers du tabac, parce que tout le monde le sait, peut-être parfois que trop. Que trop, c'est-à-dire ? Ça peut aussi culpabiliser parce que avoir un discours qui est uniquement sur les méfaits du tabac, je dis c'est une condition nécessaire. Et en même temps, ça aide pas tellement le fumeur de lui dire que ça mène le cancer parce qu'il le sait. Arrêter de fumer, on sait combien cela peut être difficile pour les adultes comme pour les jeunes. L'idéal, c'est donc de ne jamais commencer, évidemment, mais tout le problème est là. Les derniers chiffres sont quand même encourageants. Une étude publiée par l'OMS Europe en décembre confirme une baisse de la consommation de tabac chez les collégiens. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou pas ? Alors, je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvaise augure. On peut toujours se réjouir du fait qu'il y a une baisse de consommation, mais il faut peut-être savoir de quoi on parle. Est-ce que le fait que les jeunes fument moins, est-ce que ça veut dire que les jeunes consomment moins de tabac ? Ah, tout le problème est là. C'est qu'il y a plusieurs formes, effectivement, de tabagisme, si je puis dire, et on va en parler. Céline Fournier, vous qui êtes au quotidien, effectivement, avec des gens qui arrêtent de fumer ou qui sont consommateurs et à qui vous êtes tenté d'expliquer les dangers, justement, du tabac, est-ce que c'est une tendance que vous constatez, les jeunes qui fument moins ? Alors oui, les indicateurs démontrent effectivement qu'on fume moins et que les ados fument moins, que l'âge de la première cigarette a reculé aussi au fur et à mesure des années, et en fonction aussi des mesures de santé publique qui ont été prises, parce qu'il y a eu un temps où il y avait un paquet de 10 cigarettes qui étaient dispo, etc. Donc on avance. Le prix du tabac aussi a permis, je pense, de mettre un petit coup de frein. Mais en revanche, effectivement, il y a de nouveaux produits qui arrivent sur le marché et qui peuvent être problématiques parce qu'ils sont prioritairement marketés pour les adolescents. Alors, on va en parler, bien sûr, de ces de nouveaux produits. Avant cela, j'aimerais juste quand même qu'on explique. Alors, comment expliquer cette baisse ? On a dit, effectivement, le prix du paquet. Ça a été vraiment dissuasif, Bernard-Antoine ? Alors, on sait depuis la nuit des temps que augmenter le prix du tabac a une répercussion sur les ventes de tabac. Plus vous augmentez, effectivement. Le tabacologue, l'addictologue que je suis, trouve ça OK, mais pas suffisant, parce que c'est vrai qu'il faut aider aussi les fumeurs à arrêter de fumer, et c'est pas
qu'en augmentant le prix du tabac. On est face à une addiction sur le tabac. Oui, c'est là où j'allais en venir. Effectivement, face à une addiction, comme on pourrait le comparer à une drogue, c'est vrai qu'on pourrait passer outre justement le problème d'argent et peut-être baisser ses consommations de choses peut-être moins essentielles pour justement ces fumeurs-là et continuer à fumer malgré le prix du paquet. Tant que le fumeur fume, il doit fumer. Donc le prix du paquet, il achètera les cigarettes même à un prix très très élevé. Et à un moment donné, est-ce qu'il ne faut pas aussi et peut-être mettre de l'argent justement pour trouver des solutions pour aider les fumeurs plutôt que d'augmenter en permanence le prix. Alors attention, il n'y a pas que l'augmentation du prix qui fait qu'il y a une baisse de la consommation. Il y a aussi, ça date de 1991, il y a eu la loi Evin, il y a l'interdiction de la publicité, les paquets neutres, enfin il y a plein. Puis mis bout à bout, ça finit par avoir un effet et ça devient de plus en plus ringard de fumer chez les jeunes. Le problème, c'est qu'ils se mettent à utiliser d'autres produits et qui sont dérivés du tabac et ça nous inquiète. On rappelle effectivement pour ceux qui ne le savent pas encore, parce que peut-être que certains ne savent pas à quel point c'est nocif, quand même en quelques chiffres, ce qu'il y a dans une cigarette, plus de 4000 substances chimiques. Alors moi, ça m'a toujours agacé, cette histoire de 4000. C'est pas la peine d'en mettre 4000. Dans les 4000, vous en avez qui sont pas du tout mauvais. Donc, il n'y a pas besoin d'en avoir 4000. Il y en a déjà une quinzaine qui sont extrêmement dangereux. Cancérigènes. Ça fait toujours peur. On dit il y en a 4000. Alors, si vous ajoutez à ça... Non, mais c'est vrai ou pas, les 4000 ? Est-ce que le chiffre est vrai ? Oui, oui, mais c'est... Voilà. Ok, mais donc 15, en tout cas essentiellement très nocives. Voilà, puis il y en a 3 qui sont extrêmement mauvais. C'est le monoxyde de carbone en tête de gondole. Puis ensuite, vous avez des hydrocarbures. Le goudron. Tous les et la nicotine. Dans lesquels il y a des hydrocarbures, il y a il y a des nitrates énormément qui sont très très mauvais, des nitrosamines. Voilà. Et puis surtout le monoxyde de carbone et puis des goudrons, bien sûr. Alors maintenant que les interactions sociales justement ont repris après cette pandémie énorme et ces différents confinements successifs, est-ce qu'on peut imaginer que la tendance va malheureusement s'inverser chez les jeunes et qu'on va retrouver, parce qu'on sort plus, parce qu'on se réunit plus, on va retrouver une montée de la consommation de tabac chez les jeunes ? Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas si on va... c'est difficile, bien malin celui qui est capable de dire ce qui va se passer. Je crois que la question ne se pose pas en ces termes. Je crois que l'industrie du tabac est en train de nous réserver des surprises dans ces cartons parce qu'ils savent très très bien qu'ils sont en perte de vitesse et qu'il y a de moins en moins de gens qui fument. Et j'aime l'idée qu'on va vers une société sans tabac. Il est temps. Ce serait même bien d'interdire ce produit. Logiquement, il faudrait l'interdire. Et en même temps, vous comprenez que l'industrie du tabac n'a pas du tout envie d'arrêter son business. Donc, ils cherchent des nouveaux produits, ils cherchent des nouveaux tabacs, des nouveaux positionnements marketing pour arriver à faire de l'entrisme chez les jeunes. Je crois qu'on peut employer ce terme-là. Alors Céline Fournier, vous parliez justement des autres formes de consommation de nicotine et de tabac. Quelles sont-elles et qui font fureur chez les jeunes justement ? Bon, on va parler essentiellement de la puff, qui est une cigarette électronique jetable avec des goûts qui rappellent fortement la confiserie, donc clairement qui plaisent beaucoup aux adolescents et qui sont en plus assez faciles d'accès malheureusement, notamment via les réseaux sociaux, achetables sur Internet et parfois même dans des boutiques où on ne leur demande pas forcément leur âge. Voilà. Oui, on ne demande pas l'âge, effectivement, alors qu'on devrait le demander à l'entrée justement de ces boutiques-là. Oui, bien sûr, oui, tout à fait. C'est un produit qui est réservé aux majeurs et qui représente en plus pour le coup une vraie porte d'entrée au tabagisme parce que ce sont des produits qui sont la plupart du temps nicotinés, qui ont en plus des sels de nicotine. Donc le tabacologue sur le plateau pourra en parler mieux que moi, mais ça représente un vrai danger pour ces adolescents-là parce qu'à un moment ou un autre, on sait qu'ils peuvent basculer sur un produit plus traditionnel. Vous confirmez, Bernard Antoine ? Alors je confirme non seulement tout ce qui vient d'être dit, et en plus de la dépendance nicotinique, encore faudrait-il, il y a une dépendance à la nicotine probablement, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi beaucoup de choses qui entrent dans la dépendance du tabac, notamment le comportement, notamment toutes les pensées qu'un jeune entretient vis-à-vis de ce que c'est que de mettre quelque chose dans sa bouche, etc. Donc le tabac, c'est une addiction qui est un peu chimique, mais qui est surtout très comportementale et très psychologique. Donc, il y a le geste ? Non, pas vraiment. Ah bon ? Moi, c'est ce qui manque le plus, par exemple, en tant qu'ancienne fumeuse.
Oui, en même temps, le geste n'a rien à voir. Le fait d'inspirer et d'expirer et le fait de faire le geste, c'est marrant. Alors ça, par contre, inspirer, expirer, Ouais. oui. Ça, je suis assez d'accord. Le fait d'avoir de la fumée qui se dégage aussi, le fait d'avoir tout un tas d'automatismes. Donc Et l'odeur qui manque, ouais. C'est Pavlov, hein, et tout ça, ça reste dans la cigarette électronique. Alors proposer à un fumeur de quitter le tabac en restant dans la cigarette électronique, hein, c'est un peu comme proposer à un prisonnier de sortir de prison avec un bracelet électronique. C'est pas génial non plus, quoi. Mais est-ce qu'il y a autant de nicotine dans une puff, ou on dit un ou une puff d'ailleurs? Je ne sais pas. Une cigarette électronique. Est-ce qu'il y a autant de nicotine? Est-ce qu'on peut choisir son dosage de nicotine? Comment ça se passe? Absolument, on peut choisir son dosage de nicotine. Ça va de 3 mg jusqu'à 12 mg, et avec aussi des produits qui sont effectivement des sels de nicotine qui peuvent être encore plus chargés en nicotine. Donc oui, alors ça, on peut tout à fait choisir. Mais enfin, comme vous le savez, la nicotine, c'est un produit, c'est un alcaloïde, c'est un composant de la feuille de tabac, qui n'est pas du tout un produit qui est à conseiller à prendre. Hein. Il n'y a pas besoin de prendre de la nicotine pour vivre, ça amène vraiment rien. Hein. Pourquoi il n'y a pas de lien entre le plaisir et la Par dépendance? exemple, prenons un exemple. Oui. Prenons par exemple le sexe. Il y a beaucoup de gens qui aiment le sexe, et pourtant tous les gens qui aiment le sexe ne sont pas des addicts au sexe. Les hypersexuels, c'est que 3%. Donc ce que je veux dire, il n'y a pas forcément de lien entre le plaisir et une addiction. L'addiction, c'est une pathologie. Donc il n'y a pas forcément de plaisir. La cigarette, par exemple, il n'y a pas de plaisir dans le fait de fumer. Et pourtant, c'est la plus grosse addiction qui existe. Il n'y a aucun produit plus addictif que la cigarette. Et pourtant, ce n'est pas un produit qui a une énorme neurotoxicité. C'est beaucoup moins neurotoxique que l'alcool, par exemple. Mais on ne peut pas fumer avec modération. C'est ça qui est compliqué dans ce produit. On peut boire avec modération, on ne peut pas fumer avec modération. Oui, ça n'existe pas, en fait. J'exclus les 3% de personnes qui vous expliqueront qu'ils peuvent fumer avec modération. Oui, parce qu'en fait, ça n'existe pas. Statistiquement, c'est vraiment une dépendance pure et qui ne sert à rien, quoi. Cécile Fougnin, dans le cadre de votre association, vous avez lancé une campagne de pub qui s'appelle Rentre dans le game, campagne digitale soutenue par le Fonds de lutte contre les addictions, hein, le CNAM, compte Instagram, compte TikTok et aussi évidemment un site web. En 2020 et 2021, Rentre dans le game a proposé un concours créatif avec l'aide d'influenceurs et le média Melty. Vous me dites hein, si je me trompe. Vous avez également fait une campagne justement de sensibilisation auprès des 800 établissements scolaires en France. Alors, on a envoyé un courrier à 7000, en fait, à l'ensemble des collèges de France, parce qu'on a bien vu que ce produit de la puff commençait à émerger sérieusement en fin d'année dernière. Et donc, on a souhaité alerter les établissements scolaires sur la possibilité que leurs élèves fument la puff dans les cours de récréation. Donc, on a envoyé ça à la totalité des collèges, et on a une centaine de collèges qui est revenue vers nous, avec lesquels on a échangé, et on a prévu d'ici février prochain une dizaine d'interventions pour sensibiliser environ 800 élèves sur place dans le cadre de la campagne, avec une tabacologue qui s'appelle Katie Deleris. Katie, elle est tabacologue sur TikTok. Donc, je ne sais pas si vous la connaissez, elle a une grosse communauté et elle distille les conseils pour arrêter de fumer, etc. Voilà. Oui, c'est une nouvelle façon aussi de parler aux jeunes et peut-être parce que le fait de dire fumer c'est mal, ça y est, tout le monde l'a dit, on le sait, pratiquement tout le monde le sait. Et pour autant, j'ai préféré quand même rappeler les effets nocifs du tabac parce que c'est toujours important de le dire. Mais une fois qu'on a dit fumer c'est mal, est-ce qu'il faut encore et toujours repenser les campagnes de prévention auprès des adultes, mais évidemment des jeunes, de manière un peu différente pour pouvoir justement les sensibiliser à cela, Bernard-Antoine? Alors je pense que oui. Je pense qu'il y a un très gros travail à faire là-dessus. D'abord, ce que vous faites, madame, avec votre association est très très important. Je pense que il faut éduquer, bien entendu, faire de la prévention et puis avoir un discours qui soit différent de celui qui est tenu actuellement. Actuellement, il y a un discours quand même très axé de moins en moins, parce qu'ils ont compris que ça sert à rien de dire à un fumeur qu'il faut arrêter de fumer parce que c'est pas bon, mais également de lui expliquer que d'abord c'est possible d'arrêter de fumer sans forcément souffrir. Et bien entendu, il y a moyen de trouver probablement des messages qui ne sont pas les messages qui sont actuellement véhiculés. Par exemple, le fait d'expliquer qu'on vit beaucoup mieux sans tabac qu'avec le tabac. Ça a l'air bête, mais c'est important. Et probablement plus longtemps. Oui, et puis de démonter toutes les idées, toutes les croyances erronées, toutes les pensées qui sont fausses. Comme le fait de fumer, par exemple, de penser que fumer, ça déstresse, par exemple.
ou que fumer, ça permet de contrôler ses émotions, ou que de fumer, ça permet d'avoir une récompense, ou ça permet de faire des pauses. Il y a plein de fumeurs qui pensent qu'en arrêtant de fumer, ils arrêtent quelque chose qui est bon. Et ça, ce sont des fausses croyances. Donc il y a un travail de démontage à faire là. Les fausses croyances, justement, Céline Fournier, il y en a beaucoup aussi auprès des jeunes. Quels sont les messages principaux que vous délivrez ? Alors c'est vrai que je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Il faut repenser un peu la prévention tabagique, en tout cas chez les adolescents, parce que ils sont déjà pas vraiment sensibles à l'argument santé. C'est-à-dire que pour eux, ils sont tout jeunes, ils sont immortels, et puis c'est le tabac, les problématiques du tabac, c'est pour les autres. Donc on va plutôt axer sur la manipulation, parce que finalement ils commencent à fumer aussi pour s'affranchir quelque part d'une autorité parentale. Donc de leur dire vous affranchissez de cette autorité, vous n'êtes soumis à personne, et finalement, en commençant à fumer, vous soumettez à une industrie qui a tout fait pour que vous tombiez dans le piège, et vous rentrez quelque part dans la dépendance, mais il y a aussi tout plein de messages à donner par rapport à l'environnement, à l'écologie, parce que le tabac, ça pollue énormément du début jusqu'à la fin, à l'état de déchet. Donc il y a plein de messages comme ça un peu différents qu'il faut pouvoir distiller à travers des communications, et notamment sur les réseaux sociaux, parce qu'aujourd'hui les adolescents, ils sont sur les réseaux. Parce que la puff, c'est aussi des métaux lourds, c'est aussi un espèce d'objet qu'on jette dans la nature une fois qu'on n'en veut plus. C'est ça aussi l'impact sur l'écologie ? Ah bah c'est pas écolo, hein. Ça c'est sûr. Non, c'est pas du tout une bonne idée. Céline Fournier ? Non, c'est pas écolo du tout. On a effectivement des batteries lithium qui vont être utilisées qu'une fois, qui vont être jetées, du plastique très dur et très rigide qui sera absolument pas recyclé. Puis après, c'est tout aussi plein de produits. Il y a des arômes, il y a des choses qu'on ne maîtrise pas dans la puff. Et puis au-delà de ça, même moi, je vais même plus loin que la puff pour les adolescents. C'est que même à l'état de tabac, on déforeste pour le tabac, on pollue les sols pour le tabac, on utilise beaucoup d'eau. Certains pays qui sont en voie de développement vont peut-être avoir tendance à cultiver plutôt du tabac parce que c'est rentable au détriment de cultures vivrières. On a des enfants qui travaillent dans les champs de tabac, qui s'empoisonnent en récupérant. Voilà, il y a tout plein de choses qu'il faut savoir. Et puis après, le mégot qui pollue parce que évidemment, il y a un certain nombre récupèrent ces mégots, mais la plupart du temps, ils sont jetés et on les retrouve dans les océans et dans les rivières. Alors ces derniers jours, on parle beaucoup du snus. Ça s'appelle comme ça, le snus ? Du snus ou snus. Snus, voilà. Un tabac à chiquer qui fait un carton justement chez les jeunes de 16 à 25 ans, ou peut-être même plus jeunes malheureusement. On a l'impression qu'on trouvera toujours un moyen finalement de rendre addicts les jeunes. On sort d'abord les puffs en disant finalement c'est pas si grave, on fume un peu moins, et puis bon, c'est un autre moyen de vapoter, de crapoter. Puis après maintenant, on parle du snus. Eh oui. C'est aussi nocif ou pas ? Alors, vous savez, le snus, il y a toute une histoire sur le snus. Ça fait des années et des années qu'on parle de ce produit-là. Ça y est, on en parle maintenant parce que les jeunes l'utilisent depuis quelques mois. Mais c'est un produit qui intéressait la communauté scientifique à un moment donné pour envisager ce qu'on appelait la réduction du risque. C'est-à-dire de dire, en Suède, donc c'est un produit qui est suédois, c'est un tabac qui est dans un sachet, c'est un tabac que vous allez mettre dans la muqueuse, comme ça, et il ne se fume pas. C'est le seul endroit, la Suède d'ailleurs, où il est autorisé, si j'ai bien lu. Absolument. Et il y a beaucoup de gens qui ont reproché justement à la France de ne pas accepter ce produit pour envisager une réduction du risque, notamment pour les cancers des bronches, les cancers des poumons, etc. Puisque comme on ne le fume pas, du coup les poumons ne sont pas impactés, c'est ça ? Comme vous ne le fumez pas, il n'y a pas de combustion. Et comme il n'y a pas de combustion, il n'y a pas de goudron. Et donc vous avez une réduction du risque sur les maladies pulmonaires. Mais est-ce qu'il y a davantage de nicotine pour Mais en revanche, il reste un produit dangereux. Et un produit qui engendre Alors, il y a de la nicotine dedans, puis il y a du tabac dedans. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que le tabac, ça, c'est un vrai sujet. Mais enfin, je ne suis pas sûr que la nicotine soit le seul produit responsable de l'addiction au tabac. C'est encore un autre sujet. Il y a dans le tabac des produits qui engendrent de l'addiction. Et donc, le snus, c'est un produit qui va être dangereux. C'est un produit aussi qui va générer des maladies... Alors, probablement pas des cancers du poumon, des cancers des bronches, mais ça va être des cancers plus hauts, des cancers oropharyngés, les cancers de la langue, les cancers de la bouche, les cancers, etc. Donc c'est un produit excessivement... alors par contre, c'est vrai que là, il débarque ce produit-là, et avec un marketing bien adapté. Ça, il faut aussi voir que les marketings ont changé maintenant. Il y a beaucoup de pubs sur les réseaux sociaux, ça se fait plus sur les mêmes médias. Donc, bien sûr, et qui sont évidemment absolument pas... contrôlé. On parle du taux de nicotine et donc de tabac qu'il y a dans ces fameux snus, plus important ou pas qu'une cigarette classique ?
Alors pour la nicotine, c'est à peu près la même chose. Et puis pour le tabac, on va avoir moins de produits cancérigènes, mais on a un produit qui reste à proscrire. Céline Fournier, un tabac, donc du coup, si je fais le mauvais jeu de mots, chez les jeunes pour le snus? Oui, alors moi j'ai même vu en fait des nicotine pouches, donc il n'y a pas du tout de tabac dedans, mais en revanche c'est extrêmement bien marketé avec le côté énergisant, comme les boissons énergisantes, ou alors fruité, bonbons, etc. Et encore une fois, on est en train de fabriquer une génération qui va être dépendante de la nicotine, et c'est en ça que ça pose un souci. Et puis cet accès aux produits qui reste quand même globalement assez simple, puisqu'il suffit d'avoir une carte bleue avec prépaiement, et en fait il y a beaucoup d'ados qui ont ça maintenant, et ils font leur commande en ligne sans aucun contrôle. Et puis encore une fois, sur les réseaux sociaux, sur Snapchat, sur Instagram, il est facile de s'en procurer. Et puis il y a toujours des amis qui en ont aussi. Oui, Bernard? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une stratégie de l'industrie du tabac qui est derrière. Vous imaginez bien qu'ils savent très bien que le tabac fumé, le marché est en berne. Donc ils cherchent des nouveaux débouchés. Oui. Il faut se mettre à leur place. Donc ils vont essayer de nous vendre ce qu'ils appellent le HBN, le Heat Not Burn, c'est-à-dire de trouver des moyens de refourguer, je suis désolé, il n'y a pas d'autre terme, de refourguer leur tabac sous d'autres formes. Et voilà, les idées sont sans limite, quoi. Sans limite, d'autant plus que j'imagine que l'idée du snus, c'est aussi de biaiser peut-être les professeurs lorsque les collégiens, puisque là on parlait beaucoup des collégiens, lorsqu'ils sont en classe, on font mine de mâcher un chewing-gum plutôt que de chiquer. Alors absolument, et puis il y a eu aussi, moi je le regrette, des professionnels de santé qui ont fait énormément de pubs pour la cigarette électronique, et je pense que c'était une erreur. Je pense qu'il faut aider les fumeurs à arrêter, il faut aider ceux qui fument et les jeunes à arrêter tout ce qui n'est pas de l'air, tout ce que vous faites rentrer qui n'est pas de l'air, c'est pas bon. Dernière question, en début d'échange, je parlais justement de cette étude publiée par l'OMS Europe qui confirme la baisse de consommation de tabac chez les collégiens. Quid des lycéens maintenant? Parce qu'on parle des collégiens, mais peut-être que si on avait fait cette étude chez les lycéens, la tendance serait inversée? Oui? Non? C'est possible, mais je n'ai pas plus d'éléments à vous donner là-dessus parce que je n'ai pas de chiffres là-dessus. Céline Fournier? Oui, moi j'en ai quelques-uns, mais on est quand même sur une baisse en fait. Globalement, on a 31%, non 25%. Attendez, je me suis noté un peu les chiffres. Non, on a globalement, en tout cas, une consommation à la baisse, même chez les lycéens. On va dire aux alentours de 30% de consommation de tabac et 25% quotidienne. Bien sûr, en seconde, ils consomment moins. Ils commencent à expérimenter, et puis on arrive, alors voilà, ça y est, c'est revenu, à 21% en terminale. Donc 14% en seconde et 21% des élèves de terminale qui fument quotidiennement. Ça veut dire que du coup, avec les fumeurs occasionnels, il y en a potentiellement un peu plus, mais en tout cas, on est sur des chiffres qui sont quand même à la baisse. Tout dépend aussi évidemment du pouvoir d'achat que l'on a. Et si par exemple on fait des petits jobs de babysitter ou autre et qu'on a les moyens de pouvoir s'acheter ces fameux paquets de cigarettes qui coûtent une fortune. Absolument. Et puis ce qui est terrible, c'est que le tabac, c'est une addiction qui va se mettre en place au long cours, quoi. Donc on fume, il y a des gens qui fument toute leur vie, quoi. Et au bout de 30 ans, de 40 ans de tabac, ils décident d'aller voir un tabacologue pour arrêter de fumer. Mais vous vous rendez compte, ça fait pas mal de cigarettes achetées quand on sait qu'un fumeur moyen achète un paquet par jour. Et oui, je le sais malheureusement, je le sais que trop bien. Merci beaucoup d'avoir été avec nous tous les deux. Céline Fournier, je rappelle que vous êtes responsable communication de l'association Demain sera non-fumeur, donc association qui protège justement tout le monde, je vais dire les jeunes, mais non, tout le monde, contre le tabagisme. Voilà, on est tous concernés. Merci à vous d'avoir été avec nous. Bernard-Antoine, pareil, addictologue, merci d'avoir été avec nous. J'arrête de vapoter, je vous le conseille. Bernard-Antoine, tabacologue, addictologue, une méthode en 3 étapes pour décrocher définitivement et surtout facilement de l'e-cigarette. Voilà, parution chez First. On marque une courte pause et on revient dans le Grand JT. De retour sur le plateau du Grand JT, je suis ravie d'accueillir à nouveau Charles-Henri Lalonde. Bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'être avec nous. Tous mes vœux déjà. Merci, bonne année également à toute l'équipe. Démarrons cette très belle année avec un vocabulaire enrichi, avec de nouveaux mots. Vous êtes le président de la Fondation Voltaire. Coup d'envoi de cette 4e édition des mots en or, un concours de vocabulaire en partenariat avec le ministère de la Culture.
1000 professeurs inscrits, 22 000 élèves, c'est ça, entre 11 et 16 ans? Absolument, et peut-être quelques-uns encore dans les prochains jours. Justement, on va en parler. Alors, participants dans le monde francophone. Hein, dans le monde francophone, exactement. 50 pays sont représentés parmi les candidats, puisque c'est un concours francophone de vocabulaire et son identité francophone est importante, puisque c'est une initiative qui est au service des enseignants pour leurs élèves de 11 à 16 ans dans toute la francophonie. Et donc on a été content d'accueillir dans les finales des années précédentes des équipes malgaches, des équipes québécoises, des équipes marocaines et aussi bien sûr des équipes françaises. L'objectif, c'est d'enrichir son vocabulaire. Alors pourquoi est-ce que les jeunes ont un vocabulaire un peu plus pauvre aujourd'hui? On pose la question souvent. En réalité, ça marche surtout avec l'envie, les usages, et le professeur, les enseignants ont un rôle absolument pivot pour réveiller, stimuler cette envie, l'animer. Et puis, ce concours francophone de vocabulaire des mots en or est un outil pédagogique supplémentaire à leur disposition. Ils s'en saisissent, et ils s'en saisissent plutôt avec plaisir, puisque c'est la 4e édition de ce concours et on a de plus en plus d'enseignants et de plus en plus d'élèves qui participent également effectivement à ce concours. Donc élargir son vocabulaire, je pense que les jeunes ont bien compris qu'il y a un enjeu de précision, de nuance, de savoir exprimer ses opinions, défendre ses arguments et le faire avec une expression qui soit à la fois solide dans le champ lexical et puis également dans la syntaxe, dans la structure du discours. Ne pas avoir les mots, ça rend vulnérable. Et là, la proposition de ce concours, c'est plutôt réveille le pouvoir des mots qui est en toi. C'est ça la proposition qu'on fait aux jeunes. Et ça, ils arrivent à l'entendre parce que c'est vrai que notre langue française est extrêmement riche, peut-être par rapport à d'autres langues. Connaître les mots, c'est savoir les employer. Et évidemment, c'est une force immense dans la vie, comme vous le disiez, effectivement, pour savoir se faire comprendre, se faire accepter, échanger, faire rire aussi, peut-être témoigner, enfin instruire, bien entendu. Mais c'est aussi un moyen d'élévation sociale, de mixité sociale aussi. C'est surtout un moyen d'intégration socio-professionnelle. C'est-à-dire qu'on sait que maîtriser son expression écrite et orale, ça donne un pouvoir. Ça donne un pouvoir dans sa vie citoyenne, dans sa vie familiale, amicale et surtout dans son employabilité. Puisque les employeurs, les collègues, les clients parfois attendent qu'on sache s'exprimer correctement, qu'on sache aussi comprendre des consignes tout simplement, qu'on évite les malentendus. Et quand il y a des malentendus, quand il y a des mots qui manquent, c'est là où les rouages commencent à se gripper dans la relation. Donc c'est un enjeu relationnel qui est extrêmement fort. Et on peut avoir des jeunes qui ont un talent formidable, qui ont un état d'esprit d'enfer, qui ont un savoir-faire, etc. S'ils sont bloqués par les mots, en fait c'est un aveu terrible. On pense dans les mots. Pardon ? On pense dans les mots. Est-ce vrai? Voltaire disait, plus les hommes sont éclairés, plus ils seront libres. Absolument. En fait, les mots, c'est vraiment la structure de la pensée. Donc c'est évidemment la parole, mais plus riches sont les mots, plus riche nécessairement est sa pensée. Elle sera plus précise, elle sera plus nuancée. On pourra, même dans l'humour, dans la séduction, c'est quelque chose que vous n'avez pas cité parce que là, on parle d'élèves de 11 à 16 ans, donc plutôt des collégiens et des lycéens. Mais dans la séduction, avoir les mots pour le dire, c'est utile aussi. C'est vrai que ça change tout, plutôt que juste « tu me plais ». C'est un peu court. C'est vrai. Quand on découvre de nouveaux mots, il ne suffit pas juste de les apprendre par cœur bêtement, évidemment. Le but est de comprendre leur signification et de savoir les utiliser surtout à bon escient. Est-ce que c'est aussi ça le but du concours? Oui, c'est tout l'enjeu. La proposition du concours, c'est vraiment de mettre à disposition des élèves une plateforme en ligne qui leur permet de s'entraîner pour découvrir des nouveaux mots. Donc en l'occurrence, des corpus de 150 mots de vocabulaire par niveau. Les mots de vocabulaire qu'on propose au 6e ne sont pas les mêmes que ceux qu'on propose aux classes de seconde, par exemple, bien sûr. Comme quoi, par exemple, en 6e? De nouveaux mots? On va faire un test avec Guillaume Ouattara. Par exemple, on propose de découvrir des mots comme la scission. Vous savez ce que veut dire une scission? Tout à fait. Et comment ça s'écrit? On se sépare SCI. SCI, absolument. Et deux S ensuite. Ouais. Et puis on propose aussi de découvrir le français des 5 continents et les 1000 saveurs de la francophonie en réalité, et par exemple des québéquismes, des helvétismes, des belgicismes ou des africanismes, pour que tous les continents puissent découvrir la richesse du français tel qu'il est parlé sur les 5 continents et en tant que langue vivante. Et une langue qui s'enrichit aussi avec de nouveaux mots. Par exemple, les Québécois ont inventé divulgacher
Au lieu de Ah, c'est l'anglicisme, spoilé, non, ça spoilé, absolument. Ah oui, divulgacher, c'est pas mal d'ailleurs. C'est assez chic. C'est mon chouchou. C'est vrai, il vous plaît celui-là. Mais il est précieux parce que les Québécois nous montrent qu'il est possible, avec talent et simplicité, de trouver un mot qui est immédiatement compréhensible, puisque c'est la réunion de mots qui existent déjà, et nous éviter quelques anglicismes, ce sera peut-être la résolution 2023. Mais alors justement, si vous parlez de divulgacher en l'occurrence, donc divulguer et gâcher, est-ce que ce mot-là est entré dans le dictionnaire français, Larousse ou Robert? Absolument, le Larousse et le Robert le considèrent maintenant comme étant un mot de la langue française, et c'est heureux. C'est heureux, évidemment. Une fois qu'on est inscrit justement dans ce concours, comment ça se passe? Quel est le profil alors des élèves qui participent? Alors, la grande chance, c'est que tous les profils sont concernés et tous les profils sont présents. Je le disais d'abord parce que ce n'est pas uniquement des équipes françaises contre quelques équipes à l'étranger. C'est vraiment dans 50 pays. Et cette année, parmi les 22 000 candidats, on en a plus d'un quart qui viennent d'hors de France, de la francophonie. Et on espère que ce nombre va se renforcer dans les années à venir, parce que c'est vraiment une proposition qui est très large. Et ça s'adresse à des élèves qui ont entre 11 et 16 ans. Donc c'est d'abord les enseignants qui adhèrent à cette initiative, puisque c'est un outil d'animation pédagogique pour eux, et ensuite qui le proposent aux élèves. Alors soit les plus volontaires, soit carrément à toute la classe, soit carrément à tout l'établissement. On a des établissements qui inscrivent absolument tous leurs élèves de tous les niveaux pour faire un vrai projet d'établissement autour du vocabulaire et apprendre au rythme des mots, puisque cette année, le thème qu'on proposait, c'était le thème de la musique, qui vient colorer un peu le corpus de vocabulaire des élèves. Guillaume. Charles-Henri, moi j'ai une question parce qu'on disait il y a quelques années que les nouvelles générations allaient perdre le goût des mots avec de moins en moins de lecteurs, de moins en moins d'inscrits dans les bibliothèques. Et pourtant, quand on regarde un peu les usages des jeunes générations, entre les tweets, les snaps qu'on s'envoie, les stories où il faut écrire, les applications de... Ouais, c'est ça, j'ai pas encore les divulgachages de ces mots, les applications de rencontres, on parle beaucoup. J'ai l'impression qu'on a une nouvelle génération qui est imprégnée par les mots. C'est quoi votre constat là-dessus ? Alors d'abord, je pense que écrire n'a jamais été aussi présent dans nos vies. Même dans la partie travail, le télétravail a considérablement augmenté, et donc l'enjeu d'expression écrite est encore plus présent qu'auparavant. S'agissant des usages des jeunes, effectivement, ils sont très variés. La lecture est toujours bien présente, alors pas forcément dans son format le plus traditionnel, mais la lecture à voix haute, notamment, prend aussi de plus en plus d'importance, et dès le primaire. Est-ce que la variété des usages technologiques et des médias de la lecture facilite ça ? Peut-être. La question surtout, c'est l'envie et la facilité d'accès. Et si on répond à ces deux enjeux, après, on espère que nos jeunes ne se détourneront pas des classiques et des ouvrages contemporains. Mais on espère surtout qu'ils vont aller au-delà des propositions pédagogiques de leurs enseignants dans le primaire et dans le secondaire, pour aller au-delà des bouquins qui sont proposés dans le programme. Et c'est souvent le cas. On voit que le Pass Culture a suscité des achats de livres. Alors, beaucoup de mangas, il est vrai, mais c'est une bonne nouvelle. Et puis, les médias sociaux, je ne sais pas si c'est le summum de la lecture et de l'expression est-ce que c'est la langue française la plus aboutie qui vit sur les réseaux sociaux ? Tout dépend. Effectivement, des personnes que l'on suit, mais ça peut. Ça peut. Vous parliez tout à l'heure effectivement des nouveaux mots ou des mots que vous faites découvrir en fonction des niveaux. On parlait de scission, c'est ça, et de divulgacher pour la 6e. Quels seraient les nouveaux mots, par exemple, pour la 3e ou la seconde ? J'ai oublié mon nom. Sèche. C'est une colle. J'ai oublié mon nom. Réfléchissez. La maïotique, par exemple. C'est un mot qui est important quand on est en classe de seconde. Et donc, c'est un mot qui est proposé aux classes de seconde parce que, d'abord, il y a toute l'origine grecque, bien entendu, du mot, de Platon. Et puis, il y a toute la démarche intellectuelle, justement, d'accoucher un esprit, d'accoucher une argumentation. Oui, car il a deux sens. C'est l'accouchement d'ailleurs pour les sages-femmes au départ. Et puis, effectivement, ce qui amène à une pensée, c'est ça ? Une pensée, exactement. Et donc, de cette logique-là, en seconde, on arrive justement sur les enseignements d'EMC, donc de citoyenneté. Et là, la maïotique, c'est un mot qui devient important à savoir quand on est en seconde. Là où, pour les 6e, c'est vraiment facultatif.
Donc voilà l'exemple d'un mot qui est plus positionné pour les lycéens que pour les collégiens. Un moyen de leur rappeler aussi les influences latines et grecques sur la langue française. Ça c'est permanent, puisque s'agissant de la langue française, presque 80% des mots viennent ou du grec ou du latin. Et en décoder l'origine, même quand on n'est pas helléniste ou latiniste par ailleurs, mais en décoder l'origine, c'est vraiment donner une empreinte plus forte, une racine plus forte au sens et donc à l'usage. Parce que quand on comprend les nuances du sens et d'où ça vient, c'est peut-être plus facile de se projeter sur un usage. Connaître l'étymologie du mot permet justement à la fois de connaître l'orthographe et effectivement le sens plus facilement. Absolument. C'est ce que vous enseignez à vos élèves, à ceux qui en tout cas. C'est la proposition qui est faite par ce concours. Alors, outre l'entraînement en ligne, qui est personnalisé pour chaque élève, et c'est un peu la force de cette proposition pédagogique également, on propose une série de vidéos qui d'ailleurs commence dès demain. Une série de 8 vidéos là, pour les 8 prochaines semaines qui vont nous emmener jusqu'aux qualifications dans chaque établissement. Ça s'appelle Clapetimo, c'est ça? Alors, on a le podcast Clapetimo également, mais on a aussi les vidéos Réveille ton dico, avec Julien Soulier et Frédéric Dubois, qui sont des experts du projet Voltaire. Et on a travaillé ensemble pour des petits formats courts qui sont proposés via les enseignants, encore une fois, à leurs participants, et qui les invitent notamment à découvrir l'origine des mots. Le podcast est une initiative de Cécile Catelin, qui est une enseignante de Tours et qui était lauréate 2022 avec son équipe de seconde l'an dernier. Prof de français, c'est ça? Prof de français, qui est très à l'aise sur les outils numériques et sur le rôle du numérique dans les propositions éducatives, et qui donc fait cette proposition cette année avec les mots en or et avec le soutien de la Fondation Voltaire, bien sûr, d'en faire bénéficier le plus grand nombre. Donc des podcasts qui sont également disponibles à partir de demain. Ah voilà, génial. On recevait Rachid Santaki sur ce plateau il n'y a pas si longtemps, il y a quelques semaines avant Noël. Il me disait que le rapport à la langue est intimement lié au rapport social. Est-ce que vous partagez ce point de vue? Il a absolument raison, et on est d'accord sur beaucoup de points avec Rachid Santaki, que je salue s'il nous regarde. Moi aussi. Et le rôle social, il est déterminant, et un des enjeux de la Fondation Voltaire, c'est aussi un enjeu de sensibilisation sur non seulement l'importance de la maîtrise du français dans les rapports sociaux et dans l'emploi, mais aussi le fait qu'on peut progresser à tout âge, et qu'il n'y a pas de fatalisme. Et ces problèmes des plus vulnérables, c'est que quand ils regardent derrière eux dans le rétroviseur, ils ont, pour des questions de contexte éducatif, familial, culturel ou autre, des lacunes en français, et ils ont l'impression qu'ils vont se traîner ce boulet toute leur vie, et ils en font un tabou, et ils ont des stratégies de contournement, et ils sont en grande difficulté avec ça, en particulier parce qu'ils croient que c'est fichu et que c'est derrière eux. Et un des enjeux pour nous, c'est de leur dire, on peut progresser à tout âge, il y a des propositions, il y a des outils qui permettent d'avancer, et on espère y contribuer. La Fondation Voltaire y contribue à sa mesure auprès des personnes placées sous main de justice, par exemple, auprès des jeunes des territoires défavorisés. Personnes en situation de handicap aussi. Auprès des personnes en situation de handicap, on a lancé l'année dernière un parcours d'initiation en langue des signes, parcours 100% numérique, dont la V2 sera d'ailleurs publiée jeudi. Il y a déjà 13 000 utilisateurs qui ont testé. Donc ça aussi, on espère que ce sera une grande résolution 2023 que d'apprendre la langue des signes, puisque c'est désormais accessible et gratuit pour le plus grand nombre, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de la Caisse des dépôts qui ont soutenu et cofinancé ce projet. Et puis également des pays en développement, voilà les 4 publics auprès desquels la Fondation Voltaire entend contribuer. Voilà, les ambitions sont grandes, les moyens plus modestes, mais avec de l'énergie, on peut faire beaucoup. Merci beaucoup Charles-Henri Lalonde. Alors du coup, ces inscriptions, elles sont fermées ou pas? Eh bien, elles devaient être fermées le 31 décembre, et puis on a eu quelques demandes d'enseignants qui nous disaient « Ah, je me suis inscrit, mais je n'ai pas encore inscrit mes équipes. » Bon, alors dont acte, on va prolonger de 15 jours, et donc si vous êtes enseignant de français ou professeur documentaliste, vous avez jusqu'au 15 janvier à minuit. Cette fois, ce sera définitif, dimanche 15 janvier à minuit, pour vous inscrire et inscrire vos équipes qui souhaiteraient participer à cette formidable aventure, lesmotsenor.org, pour vous inscrire. La com est parfaite en tout cas. Oui, c'est ça. Regard face cam, tout est bon. Jury sélectionne donc 25 équipes, et finale au mois de mai? Et finale au mois de mai pour les 25 meilleures équipes, donc les 5 meilleures par niveau. Finale qui sera en multiplex, avec un jury de qualité à Paris. Et puis les établissements vont se connecter au fur et à mesure pour leur évaluation finale et leur sacre, j'espère. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charles-Henri Lalonde. Je rappelle que vous êtes le président de la Fondation Voltaire.
C'était passionnant. Nous, on va bosser nos petits mots. Hein. Divulgacher, moi je retiens. Oui, Ne exactement. divulgage pas la fin. Parfait. Merci Guillaume. Merci d'avoir été avec nous et on note le concours. Encore 15 jours pour les inscriptions. Allez, tout de suite, c'est l'heure de retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier. Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenir d'écolier. Chaque semaine, je reçois une personnalité qui se confie pour nous sur son enfance et sa scolarité. Et avec moi, cette semaine, je reçois Jessica Ouaradomo. Bonjour Jessica. Salut. Ça va? Ça va et toi? Alors, tu es une ancienne footballeuse internationale. Oui. Tu comptes un beau score de sélection, 64. Oui, c'est ça. Et puis, tu as arrêté ta carrière en 2018. Une jolie reconversion. Ouais, plutôt joli, ça va. On te retrouve notamment dans les médias, notamment sur une chaîne cryptée. Oui, tout à fait. Donc tu y es depuis 2018. J'ai commencé un petit peu en 2017, quand je m'étais blessée. Le club de l'Olympique Lyonnais me laissait un petit peu aller sur Paris pour faire les émissions. Et puis après, à la fin de ma carrière, j'ai signé mon contrat là-bas. Tu as réalisé un petit exploit, on va dire, parce que tu as été une des premières femmes à commenter un match de Ligue 1 masculin. Ouais, c'est ça. Très rapidement en plus, Canal m'a donné la chance. J'aurais pas pensé aussitôt, donc merci à eux, ils m'ont fait confiance et au final maintenant c'est une affaire qui roule. La suite c'est quoi? Continuer à prendre plaisir dans ce que je fais parce que j'ai eu la chance de faire un métier passion et j'en fais encore un. C'est pas donné à tout le monde, donc la passion là c'est de décrypter le foot ou c'est de rester, c'est toujours le foot ou c'est... Non, j'ai beaucoup aimé jouer au foot. Et maintenant, j'aime beaucoup décrypter tout ce qui est tactique, commenter des matchs de foot, être en dehors du terrain, mais autour au final. J'allais te dire, et entraîner une équipe? Tu parles de tactique. Paradoxalement, pas du tout. Ah ouais. Non, j'ai arrêté aussi parce que j'avais envie d'avoir une vie de famille un peu plus normale, de pouvoir aller faire des goûters ou des apéritifs avec les copains quand j'en ai envie, au moment où j'en ai envie, de pouvoir assister aux mariages, aux anniversaires, toutes ces choses-là. Et quand on est entraîneur, alors quand on est joueur, on a un emploi du temps particulier, mais alors quand on est entraîneur, c'est pire. Et si j'ai envie de profiter de ma famille, de mes enfants, de mes amis, en étant entraîneur, ça serait compliqué. Bon, on arrête de se projeter dans le futur. Je te propose de faire un petit flashback, de revenir sur ton enfance. Oui. Déjà, quel genre d'élève tu étais? Très studieuse, très sage. Ça se voit que c'est sage. C'est vrai? Oui, t'as l'air sage. Je te vois bien premier rang. Exactement. Je pense que je devais être l'élève un peu relou même. Non. Mais si, parce que maintenant, quand on a du recul, on y pense, mais... tu sais, l'élève qui répond tout le temps, qui n'est pas contente quand elle a un 15 sur 20. Tu vois, ce genre d'élève que je peux comprendre que ça... T'avais une vraie exigence par rapport aux résultats. Ouais, j'étais triste quand j'avais des 15 sur 20. Quoi. Je voulais avoir la meilleure moyenne de la classe. T'étais la meilleure tout le temps? Ouais, dans les premières, première, deuxième. Jusqu'à quelle classe? Je pense que jusqu'à la troisième au moins. Ah oui? Ouais, à peu près, ouais. Ouais, mais c'est pour ça que je te dis que je devais être vraiment très relou. Donc pas dissipée, pas bavarde? Non, ça va, pas trop. Et t'as grandi où d'ailleurs? À Angers. Ok. À Angers. Est-ce que t'as des souvenirs précis de ton enfance là-bas? Ouais, j'en ai plein. J'adorais forcément jouer au foot dans la cour à l'école. Ouais. À quel âge tu commençais à jouer au foot? Très tôt parce que je me souviens, j'ai commencé l'année de la Coupe du Monde 98, juste avant en fait, 97-98. Et le département, il y avait des matchs de levée de rideau, des matchs, et le département faisait des sélections pour faire un match de levée de rideau de la Coupe du Monde Cameroun-Chili. À la Beaujoire. Et en fait, j'avais été prise, donc la seule fille parmi les garçons. Et donc, déjà du coup, la petite chaîne angevine TV10 était venue dans mon école, interviewer mes copains. Donc, j'ai encore des images là de moi en train de jouer au foot. C'est peut-être les seules images. Là, t'étais pas relou, t'étais devenue cool. Ouais, j'étais cool, vite fait, parce que je jouais au foot, quoi. Mais à l'école, je pense plutôt au collège. Je pense qu'on arrive à l'adolescence et quand on voit... il me dit qu'à 15 sur 20 et qu'elle n'est pas contente d'avoir 15 sur 20, je pense que ça peut être bien relou. Ouais. T'avais des amis quand même? Bah oui, bien sûr. Est-ce que tu pratiquais d'autres sports à l'époque ou c'était déjà que le foot? Non, à l'époque, j'ai fait de la gymnastique, j'ai fait du hand avant de jouer au foot. Sportive, en fait. Ouais, et à l'école, je faisais beaucoup de badminton. J'adorais ça. Rien à voir avec... Rien à voir. Et tout ça, t'as arrêté après par la suite? Ouais, j'ai arrêté. J'en faisais surtout en fait en sport scolaire. Donc du coup, après, comme ça s'est arrêté le sport scolaire, j'ai arrêté de faire du badminton. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Jessica Ouaradomo pour la suite de Souvenirs d'écolier.
Merci Malika et à demain. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Est-ce que cette décennie 2020, qu'on a vu s'ouvrir de façon assez abracadabrantesque, pour reprendre une vieille expression s'il en est, est-ce qu'elle peut enfin se mettre au temps de la mesure, de la prise de recul et paradoxalement de l'action en même temps? C'est vrai qu'on a eu l'impression pendant les 2 années précédentes d'absorber les chocs, de tenter de les digérer après la pandémie de Covid qui s'est déclarée dès le début de l'année 2020. Est-ce que 2023, c'est l'année où on va pouvoir prendre la juste mesure de l'action à mener ? Eh bien, donc c'est difficile pour moi de me situer comme ça par rapport à une année. Ce que je peux dire, c'est que quand je pense à l'année 2023 qui s'ouvre à nous, je ne peux pas m'empêcher de la repositionner dans la décennie 2020-2030, et la repositionner à l'échelle du siècle, du 21e siècle. Et moi, j'identifie comme 3 grands processus qui caractérisent le siècle, la décennie, et a fortiori 2023 qui commence. C'est un processus d'emballement climatique, un processus d'effondrement de la biodiversité et un processus d'accélération des sociétés. Et quand on regarde ces 3 processus-là, emballement, accélération, effondrement, eh bien, on est comme aspiré dans un tourbillon où l'accélération des sociétés génère un emballement climatique qui génère un effondrement des écosystèmes qui en retour accélère l'emballement climatique, etc. Et donc ce qui est en jeu ni plus ni moins, et c'est ce que vous disiez, voilà, et pour l'instant j'ai juste pu survoler en fait la table des matières du grand livre des tendances. Ce qui est en jeu ni plus ni moins, c'est trouver une autre façon d'habiter le monde en fait, un autre rapport au monde et une autre façon de vivre avec l'ensemble du vivant, entre nous, avec évidemment une attention toute particulière à la solidarité et la justice sociale. Qu'est-ce qu'on trouve chez APS? Quelle est leur technique? Ça commence par quoi? Par un regard, par des mots? Déjà, ils vouent une grande confiance aux jeunes. C'est ça aussi qui fait qu'il y a ce sentiment d'être écouté, c'est que la confiance qu'ils nous apportent, elle n'a pas de prix. Et ensuite, c'est que aussi il faut beaucoup de cas par cas, c'est-à-dire qu'ils ne voient pas les jeunes dans leur globalité, ils voient les jeunes comme un individu. Et c'est ça qui est le plus important, je pense, à APS, c'est qu'on est des individus et on n'est pas un groupe. Guillaume? Ouais, ce qui est intéressant chez nous, je pense, c'est aussi le croisement entre des pédagogies, effectivement, de groupes, de collectifs, où on appuie sur les dynamiques qui peuvent se créer au sein d'un groupe de jeunes. Et nous, on utilise notamment le sport pour avoir cette dynamique-là. Et puis, effectivement, un suivi très individualisé. Beaucoup de dispositifs d'insertion le font. Après, nous, on travaille cette proximité, justement, avec le jeune grâce à l'outil sport qui permet d'aller un peu plus loin, on va dire, dans la relation et dans la confiance entre éducateurs. On dit toujours qu'effectivement le sport est un outil très puissant. Ouais. Et ça, c'est monter des projets collectifs ensemble, monter des projets avec les jeunes, se fixer des objectifs ensemble, partager des projets ensemble. Je vais vous donner un exemple très concret. Il y a 2-3 semaines, les jeunes de l'EDI ont couru 10 km pour une course qui s'appelle la Mirabal, qui est une course contre les violences faites aux femmes. Voilà, pour ces jeunes qui arrivent, alors on a toujours l'image des jeunes en très bonne santé et en très grande forme. Les jeunes qui sont éloignés de l'emploi et de la formation sont souvent non sportifs et en pas très bon état. Donc pour eux, se fixer un objectif de 10 km collectivement, c'est quelque chose d'important, c'est quelque chose de difficile à faire. Et pendant plusieurs mois, donc, ils se sont fixés cet objectif pour ce sujet de société et ils l'ont fait ensemble et ils ont tous fini la course, les 10 km. Trouble de la personnalité, borderline, on va commencer par définir, ça signifie quoi ? Alors le trouble tel qu'il se traduit chez moi, ça va passer par une hypersensibilité, une hyperémotivité, une impulsivité, l'impression d'être tout le temps poussé dans les extrêmes. Donc une image de ma personne qui est parfois distordue, donc ça passe par je suis la meilleure du monde, je peux tout accomplir, à d'un coup l'extrême opposé qui peut être je suis un monstre, je ne mérite pas de vivre. L'impression d'être dysfonctionnelle et un peu une sensation de vide quasi constante. Et ça, dans une même journée, ce sont des états qui peuvent se succéder à plusieurs reprises, c'est ça ? Oui. C'est pas il y a des bons jours, des mauvais jours, c'est... Oui. Vous savez jamais à l'avance, quoi.
Moi, à titre de comparaison, je prends souvent ce truc de j'ai un peu l'impression d'être restée au stade enfant. C'est-à-dire, quand on regarde un enfant, il passe des rires aux larmes en un quart de seconde. Et ben moi, j'ai l'impression d'être totalement dans ce truc-là. C'est-à-dire, je vois quelque chose de joyeux, je suis au top de ma vie. Et puis d'un coup, je vois quelque chose qui m'attriste. Et puis, ça rebascule dans l'opposé, quoi. C'est vraiment ça qui nous manquerait, Carolina, en tout cas dans les enquêtes que vous avez pu faire pour ce livre de tendance aux côtés des acteurs de l'éducation et de l'EdTech également. L'idée de se dire que l'école, ça peut redevenir une place publique avec toutes ces lettres de noblesse, l'endroit où on va forger autant des têtes bien faites et des têtes bien pleines que des citoyens, des acteurs de la cité en devenir. Alors, l'un des articles qu'on a consacré à l'enseignement, on l'a titré « L'école de la vie, un petit peu plus loin, en société ». Hein, genre jeu de mots. Parce que, justement, ça nous semble un des enjeux, c'est de faire en sorte que l'école ne soit pas seulement un endroit où on accumule de la connaissance, mais plutôt un endroit où on forme les citoyens de demain qui ne vont pas avoir une tâche facile par rapport à tout ce qu'on vient d'exprimer jusqu'à présent. Donc la nécessité aussi d'en faire des individus capables de libre arbitre autant que faire se peut, de pensée critique et aussi d'autonomie par rapport à l'apprentissage, d'être en mesure d'apprendre toute sa vie, parce qu'on se rend bien compte à nouveau que tout va toujours plus vite, qu'on le veuille ou non, c'est ainsi, tout va toujours plus vite. Donc la nécessité de se mettre à jour, je vais employer cet affreux terme, comme si nous étions un logiciel informatique, mais en tout cas, il y a cet enjeu-là pour les écoles, qui est assez communément partagé. Mais je pense que une des grosses questions qui se posent, c'est aussi de résoudre la crise des vocations. Ouais. Parce que justement on donne des chiffres de mémoire. Je crois que on avait 19 000 individus qui se sont présentés et ont passé les concours pour 24 000 postes disponibles. Donc on a un déficit de 4 000 professeurs. D'où l'appel contractuel aussi en France au début de cette rentrée scolaire en 2022. Donc la crise des vocations, comment elle se résout par les recettes classiques, augmenter le budget de l'éducation nationale, revaloriser la profession, ça on le sait, mais certainement quelque chose de bien plus large aussi, qui est à nouveau, et on y revient toujours, quelque chose qui est de l'ordre de la réorganisation du système, à l'échelle du système, avec toutes les parties prenantes. Donc ça veut dire les associations, les parents d'élèves, les élèves eux-mêmes, parce que ça aussi c'est un enjeu, c'est de sortir de quelque chose, d'un modèle très verticalisé pour aller vers quelque chose de plus horizontal. Il faut démystifier le monde de l'entreprise avec tous les jeunes que vous recevez. Ils s'en font une montagne ou pas du tout? Oui, et puis il faut surtout sensibiliser en fait les entreprises aux problématiques que nos jeunes rencontrent. Surtout parce que effectivement le monde de l'entreprise et la réalité de nos jeunes, il y a un gros fossé. En tout cas, nous on y travaille à travers les projets collectifs, notamment un projet qui s'appelle la course du cœur. Du coup, c'est une course qui sensibilise aux dons d'organes. Et donc, il y a des grandes entreprises qui sont engagées sur cette course. Et c'est dans cet événement-là qu'en fait, les entreprises rencontrent nos jeunes à travers la course. Et du coup, c'est là que le lien se crée. Donc, effectivement, je pense que sortir un petit peu du cadre forum de l'emploi ou speed dating recrutement, c'est une bonne chose. Parce que du coup, ça enlève beaucoup de barrières et des deux côtés. Guillaume Conroux, vous avez le sentiment que les entreprises elles jouent le jeu aujourd'hui ? Oui, je pense de plus en plus. Il y a beaucoup de groupements d'employeurs, des GIEC qui font des partenariats avec des associations d'insertion. Je pense qu'elles ont compris aussi sur les métiers en tension que si on voulait réussir à stabiliser des situations et des salariés, il fallait un peu plus regarder quels étaient les profils et comment on accompagne les profils pour qu'elles s'emparent d'un travail. Donc je pense que ça se développe, qu'il y a beaucoup plus de partenariats qui se nouent entre des associations comme
comme nous et des entreprises. Je pense qu'il y a une vraie prise de conscience du côté des entreprises. Sacha Pierre, est-ce que certains jeunes dans les quartiers se font une montagne du monde de l'entreprise ou que ça a changé? En fait, même moi, je m'en fais une mauvaise image. Enfin, quand j'ai commencé à PS, c'est pour ça aussi que je pense que que je suis allé dans un EDI aussi. C'est parce que le monde du travail, il est impitoyable. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est vraiment cadré. Faut filer tout droit. Et c'est pour ça aussi que je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à s'insérer dans le monde du travail aujourd'hui, dont moi, hein, parce que ce monde-là, il est impitoyable et que c'est pour ça aussi, comme on disait tout à l'heure, APS, on vient comme on est et ils essayent de nous comment dire, nous accompagner, même si ça peut être difficile pour certains, vers le monde du travail, quoi, et nous permettre de aussi avoir accès. Peut-être 2 petits messages, on va enfoncer le clou, ou là, pour s'adresser directement à des personnes qui sont en situation borderline. Regardez, vous allez faire un truc, je vous avais promis de ne pas le faire. Vous voyez la caméra là? Yes. Vous la regardez, vous imaginez qu'il y a des gens qui vous regardent en vous disant ça ressemble un peu à ce que j'ai. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Que si vous vivez une difficulté quelconque avec des pensées noires ou des pensées sombres, allez consulter un professionnel de santé mentale, même si vous vous dites que c'est rien et que ça va passer. Moi, je me suis dit ça et au final, ça a empiré. Et si le professionnel, ça va pas, ça colle pas? Et si vous êtes mal encadré par quelconque professionnel, ne pas hésiter à changer. Voilà, ça c'est important aussi d'avoir un suivi psychiatrique qui vous soit adapté et qui vous convienne. Génial. On a l'impression que vous avez fait ça toute votre vie. On est d'accord? Abigail, merci beaucoup. Voyageuse au naturel, c'est le nom du compte Instagram. On peut vous suivre. Je vous ai fait un petit coup de stress, non? Vous avez un petit coup de stress? Ouais, un peu. Ah, désolé. Voilà pour le Zap. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous aussi, cher Guillaume, pour cette première. On a été ravis de vous avoir. Vous revenez demain, j'espère? Eh bien oui, à demain. Ah, génial. Merci beaucoup, Charles-Henri Lalonde, d'avoir été avec nous, président de la Fondation Voltaire, et pour ce concours, donc cette 4e édition du concours Les mots en or. Inscription jusqu'au 15 janvier, c'est ça? Exceptionnellement prolongé jusqu'au 15 janvier à minuit. Dernier délai pour s'inscrire à la 4e édition des mots en or. Finale qui aura lieu en mois de mai. Je vous invite à y aller, c'est absolument génial. Aujourd'hui, merci à toute l'équipe de School TV. C'était Ulysse Touré à la réalisation, au son Saïd Mamou, Emma Guessel et Agathe Delannoy à la rédaction, Colline Hamel au make-up. Merci à vous tous, très belle soirée et à demain.